Reconstruction des zones dévastées par la guerre. 6 sociétés et compagnies minières font preuve d'une grande générosité. Tenez-vous bien, elles mettent à disposition plus d'1,5 milliard de francs CFA. 3 mois jour pour jour que la guerre contre le terrorisme est engagée et Django Sissoko ne pouvait pas ne pas choisir ce jour pour aller encourager et féliciter les forces armées maliennes et leurs alliés pour la noble mission menée depuis. Conférence des donateurs du 15 mai prochain sur le Mali. Les femmes ne doivent pas rester en marge. La Commission de l'Union européenne et les Nations unies viennent de les réunir à Bruxelles sur le thème Femmes stabilité au Sahel. Nous sommes jeudi 11 avril, 3 mois que l'opération Serval a été lancée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Solidarité à l'endroit de notre pays, 6 sociétés et compagnies minières viennent de mettre la main à la poche. Elles ont remis ce matin un chèque d'une valeur de 1,575 milliard de francs CFA. Et contrairement aux autres appuis, la présente va servir dans le domaine humanitaire, dans la réhabilitation et le développement des services sociaux de base dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. En somme, elle aidera à la reconstruction des zones dévastées. Le ministre des Mines, Dr Amadou Babassi, s'exprime au nom des donateurs et il est au micro de Aïssata Ibrahim Meiga. Les sociétés minières opérant au Mali viennent de me faire l'honneur en me demandant de remettre un chèque de 1,575 milliard de nos francs à remettre au président de la République suite à son appel pour la mobilisation pour le Mali. Nous avons reçu la contribution des 6 sociétés minières qui sont Randgold Ressources au Mali, AngloGold Ashanti, IAMGold, Resolute Mining, Endeavour Mining, Abnel Gold. Seulement, ce qu'il faut ajouter, c'est que ce n'est qu'une première tranche. Il y a d'autres contributions qui vont venir. Et cette contribution, il faut le préciser, va servir à l'action humanitaire, à la rénovation des services sociaux de base au niveau de l'éducation, la santé, l'eau potable, le retour de l'administration, l'aide humanitaire aux réfugiés et déplacés dans le septentrion de notre pays. Contrairement aux autres appuis qui partaient à l'effort de guerre, cet appui va aller essentiellement dans l'action humanitaire et le développement et la réhabilitation des services sociaux de base. Je vous le disais dans les titres, voilà 3 mois, jour pour jour, que la France lançait l'opération Serval dans notre pays pour aider l'armée nationale à chasser les terroristes qui occupaient le nord de notre pays. C'est ce jour que le Premier ministre a choisi pour se rendre à Gao. Le but, encourager et féliciter les forces armées du Mali, de la MISMA et de la France. Django Sissoko leur a apporté le message de reconnaissance de tout le peuple malien. Le récit de nos envoyés spéciaux à Gao, Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré. Le Premier ministre est arrivé à Gao tôt le matin à bord d'un avion militaire français. Une véritable lueur d'espoir pour les populations. Après les honneurs militaires, un petit déjeuner lui est offert par le général Barrera de l'opération Serval. Une opération engagée il y a exactement 3 mois, jour pour jour. Le chef du gouvernement est venu donc dans le nord du pays pour réitérer une fois de plus toute la reconnaissance du peuple malien à l'armée française pour son action historique au Mali. Le Premier ministre est allé juste après à la rencontre des forces armées et de sécurité du Mali regroupées sur la place d'armes de la première région militaire du pays. Le message ici, encouragement et félicitations pour la mission accomplie. C'est une lourde mission et j'ai constaté avec beaucoup de bonheur que vous êtes engagés fortement, avec beaucoup de conviction, je dirais même avec beaucoup de passion dans l'accomplissement de cette mission. Et je voudrais vous en féliciter au nom du président de la République, qui est le chef des armées, au nom du peuple malien et de toutes les institutions de notre pays.
Les troupes africaines positionnées à Gao ont reçu aussi la visite du chef du gouvernement. Il s'agit notamment des forces nigériennes, sénégalaises et guinéennes. Là aussi, Django Sissoko a salué la détermination et l'élan de solidarité des pays amis du Mali. Vous honorez vos pays respectifs, vous honorez la CEDEAO, vous honorez l'Afrique et vous honorez l'uniforme que vous portez. Soyez sûrs que le gouvernement du Mali mettra tout en œuvre pour vous faciliter le séjour en terre africaine du Mali. Le chef du gouvernement s'est réjoui surtout du climat de communion qui existe entre frères d'armes sur le théâtre des opérations. Mais il reste convaincu que le challenge reste important. C'est un premier ministre très comblé qui quitte Gao après une journée de prise de contact bien remplie. Django Sissoko est attendu très bientôt sur d'autres fronts, toujours pour apporter aux populations le message d'espoir. Le Premier ministre est accompagné dans ce voyage par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Le général Yamoussa Camara a tenu à rassurer les militaires au front que le gouvernement travaille à l'amélioration de leurs conditions de travail sur le terrain. Plusieurs initiatives sont en cours actuellement pour satisfaire rapidement leurs besoins à la limite des moyens de l'État. Le général Yamoussa Camara, que nous retrouverons au cours de ce journal, et plusieurs autres sujets étaient au cœur de cette visite du Premier ministre à Gao. Django Sissoko a rencontré les autorités administratives et politiques de la région pour parler de la reconstruction, de la réconciliation nationale, mais aussi des préparatifs des élections annoncées pour le mois de juillet. Sur ce dernier point, le chef du gouvernement est resté ferme. Le calendrier, sans doute, sera respecté. Nous reviendrons sur les autres sujets de cette visite du Premier ministre à Gao dans nos éditions de demain. Nous sommes à Gao, restons-y. Bientôt une représentation afin d'appuyer les opérations de rétablissement de la paix et de la sécurité. C'est ainsi que le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de la sécurité et de la sûreté, Kevin Kennedy, a effectué une visite dans la cité des Askia à cet effet. Daouda Zoumana Traoré nous fait le point. L'Organisation des Nations Unies, avant d'installer sa représentation à Gao, veut s'imprégner de l'état actuel de la sécurité, d'où la présence de son secrétaire général adjoint chargé de la sécurité et de la sûreté. Le but de ma visite ici est de venir me rendre compte par moi-même de la situation de sécurité au Mali et à Gao en particulier. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité va examiner une résolution qui très prochainement, et je suppose que ça va être le cas, va décider du déploiement des forces de maintien de la paix dans ce pays. Et ma mission à moi, c'est de m'assurer que tout ceci se passe dans des conditions de sécurité et de sûreté. D'une manière générale, la situation est sous contrôle grâce à la synergie d'action des forces maliennes, africaines et françaises et de la société civile. Dans un entretien tenu au Serval, le général Mamadou Adaman Diallo a fait l'état des lieux de la région de Gao sur le plan socio-économique et sécuritaire. La présence de l'administration, le gouverneur, les préfets et les sous-préfets et les services techniques dont la santé, l'académie d'enseignement, l'assainissement, la gendarmerie, la communication, entre autres, font partie des acquis. Les activités ont repris également et chaque jour, un nombre important de déplacés et de réfugiés retournent à Gao. Bref, un climat de confiance s'installe progressivement. Malgré cette avancée, la vigilance est dans le quotidien des forces armées en place pour éviter, selon le colonel-major Didier Dako, les risques résiduels que peuvent causer les kamikazes. Mais à ce niveau, Dako rassure que nos ennemis n'ont plus de point d'attache pour faire un grand mal. Kevin Kennedy a visité le siège du Programme alimentaire mondial PAM Gao, dont les magasins ont été pillés et saccagés. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de la sécurité et de la sûreté, a promis au gouverneur l'envoi d'une importante quantité de vivres. Oui, bien sûr. Ils nous disent tout de suite de voir avec la société civile, nettoyer un peu les coins,
et prendre certaines dispositions pour qu'à leur tour, immédiatement, compte tenu de la situation, envoyer effectivement quelque chose pour la population. Les visiteurs onusiens ont également fait un tour dans la ville de Gao pour voir les dégâts causés. Ils sont énormes. Voilà, mesdames et messieurs, chose promise, chose due. Je vous parlais de cette visite du Premier ministre à Gao, visite au cours de laquelle le Premier ministre est accompagné par le général Yamoussa Kamara, qui a tenu à rassurer les militaires au front que le gouvernement travaille à l'amélioration de leurs conditions de travail sur le terrain. Le général Yamoussa Kamara au micro de nos envoyés spéciaux. L'État est en train de prendre toutes les dispositions pour apporter des solutions. Bien entendu, on le fait au rythme des moyens modestes de l'État. Au départ, la priorité, c'était les moyens de projection, les moyens véhicules. Et depuis le mois de janvier, l'État a déployé de gros efforts. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons réussi à projeter sur le terrain 183 Land Pick-up. Et au cours du week-end, nous attendons encore une soixantaine de pick-up. La commande globale lancée tourne autour de 300 véhicules pick-up. C'est pour dire que l'État tient vraiment à satisfaire ses besoins en priorité. Toutes les commandes sont lancées. Il y a également les véhicules de soutien, les camions d'allègement, les citernes et tout le reste. La satisfaction de l'ensemble de ces besoins va certainement au-delà des seules possibilités de l'État. Nous avons encore besoin de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et c'est heureux de constater aujourd'hui que pour une fois, toute la communauté internationale nous accompagne parce que nous nous battons pour une cause juste. Mais je voudrais également inciter sur un fait qui est déterminant dans la poursuite de l'accompagnement de la communauté internationale, c'est qu'il faudrait que vous accomplissiez votre tâche avec professionnalisme. Avec professionnalisme. Le ministre des Affaires étrangères est lui absent du Mali à l'invitation du ministre des Affaires étrangères d'Algérie. Le ministre tchéman Hubert Koulibaly est à Alger accompagné d'une délégation. Et des questions, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés. La situation politique et sécuritaire dans la région et dans les deux pays, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, le processus de sortie de crise du Mali, le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Et le ministre tchéman Hubert Koulibaly a été reçu par le président Abdelaziz Bouteflika, le président algérien. Le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, assurant la tutelle du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, a conduit la délégation du Mali à la 48e session ordinaire du Conseil des ministres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. La session a souligné beaucoup de questions, dont l'importance de l'opérationnalisation du rapprochement SILS-CEDEAO, la pertinence des outils de prévention, d'analyse et d'alerte de la sécurité alimentaire et le huis clos du Conseil des ministres a proposé l'alignement de la durée du mandat du secrétaire exécutif et de son adjoint ainsi que des directeurs généraux sur celle des organes de la CEDEAO et de l'UEMOA, soit 4 ans renouvelables une fois. Et la Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter la prochaine session du SILS. Ici à Bamako, série d'audiences à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale par intérim a reçu successivement la Fédération malienne des associations des personnes handicapées du Mali, une délégation de la mission diplomatique des États-Unis d'Amérique dans notre pays et le directeur général, le tout nouveau directeur général de la Sotelma Malitel. La Fédération des associations de personnes handicapées, tout comme le premier responsable de la téléphonie mobile, sont venus solliciter l'accompagnement des parlementaires dans les différentes tâches quotidiennes. Adama Kodjo. Les membres de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées sont les premiers à être reçus par le président de l'Assemblée nationale par intérim
Accompagnée par des représentants de l'organisation Handicap International, la fédération est venue plaider pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées au Mali. Les personnes handicapées ont des difficultés dans l'accès aux services sociaux de base, dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à la santé, mais aussi dans l'accès à l'emploi. Et nous sommes allés demander au président de l'Assemblée nationale de prendre en compte ces demandes-là au niveau des emplois, que ce soit dans la fonction publique ou dans les entreprises privées, de voir comment faire voter rapidement la loi de protection sociale, de voir aussi comment mettre en place des décrets d'application concernant les directives de l'Organisation internationale du travail. L'équipe dirigée par Stéphanie Sptak Ramnat, chef de mission à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali, est la deuxième délégation reçue par le président de l'Assemblée nationale. Rien n'a filtré de cet entretien. Quant au directeur général de la Sotelma Malitel, Mohamed Morchid, il a fait part aux parlementaires de la nouvelle ambition de sa structure pour le Mali. Faire en sorte à ce que la Sotelma puisse continuer à innover au niveau de différents produits et services. On va continuer également à regarder les tarifs pour qu'ils soient accessibles à toutes les couches de la population, à continuer la couverture de toutes les localités. Mohamed Morchid compte sur l'accompagnement des parlementaires dans la réalisation de ces tâches. Un prélude à la conférence de haut niveau des donateurs en faveur du développement du Mali qui se tiendra le 15 mai prochain. C'est ce autre titre phare de ce journal. La Commission de l'Union européenne a organisé conjointement avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel et ONU Femmes une conférence intitulée Femmes, stabilité et développement au Sahel. L'objectif était de mettre l'accent sur les contributions spécifiques des femmes à la stabilité et au développement du Sahel. Bruxelles, nous retrouvons le point de Fatim Diallo. Plus d'une quarantaine de femmes originaires du Sahel se sont réunies à Bruxelles pour réfléchir collectivement au rôle des femmes dans la résolution des défis politiques, sécuritaires et de développement au Sahel. On a abordé la question d'une manière globale avec des spécificités pays. C'était simplement pour dire que cette conférence avait été organisée par le Mali, puisque nous avons eu la plus forte délégation. Et puisque ça a été organisé par l'Union européenne avec l'envoyé spécial, M. Romano Prodi, on a eu la chance et l'honneur d'avoir Mme Ashton pour présider cette conférence-là, donc avec l'ONU Femmes. C'était une occasion qu'il ne fallait pas rater pour nous. Donc nous avons tout fait pour que nos voix soient entendues, que nos préoccupations soient prises dans les ateliers. Les défis auxquels sont confrontés les gouvernements et les peuples de la région du Sahel sont énormes. L'appropriation nationale et régionale ainsi que le soutien international sont donc nécessaires. Les femmes venues du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad, de la Côte d'Ivoire se sont concentrées au cours de cette réunion de Bruxelles sur les causes d'instabilité ainsi que les contributions spécifiques des femmes à la stabilité et au développement du Sahel. Tout le monde sait que les conflits, c'est surtout les femmes qui sont les premières victimes. Et les femmes peuvent jouer un rôle déterminant et important par rapport aux femmes victimes d'abord, par rapport à la moralisation même des gens qui ont eu à faire du mal aux femmes, et surtout par rapport à comment corriger tout ce qui s'est passé. Parce que tant qu'on n'a pas corrigé ce qui s'est passé, c'est difficile de demander aux gens de pardonner. À l'issue des discussions au sein des ateliers intitulés Paix et sécurité, le leadership des femmes dans la prévention des conflits et l'autonomisation des femmes, plusieurs recommandations ont été faites au représentant spécial des Nations Unies pour le Sahel et à la haute représentante de l'Union européenne. Les femmes ont souligné que la crise actuelle du Mali a mis en lumière l'interconnexion des problèmes qui affectent la région. Y répondre nécessite donc une approche régionale qui comprend l'intégralité du Sahel. Parce que si on fait une conférence, l'objectif c'est justement que l'on dégage des stratégies et les moyens d'application de ces stratégies. Donc on attend la communauté internationale, pas seulement sur des paroles, mais sur des actes concrets, notamment en matière d'appui financier, même si on sait que la crise est dans tous les pays, mais cet élan de solidarité est fondamental. Deuxièmement, on attend que les pays soutiennent le Mali dans ses efforts de rétablissement d'un état de droit, de consolidation de la démocratie et du respect des droits humains.
Les participants ont demandé aussi à la communauté internationale d'assurer un financement significatif et durable aux initiatives de promotion de l'égalité de sexe. Elles ont établi un groupe consultatif de femmes afin d'informer et d'orienter les efforts visant à la paix et à la sécurité et au développement dans le Sahel. Les conclusions de cette rencontre seront présentées lors de la conférence de haut niveau des donateurs en faveur du développement au Mali, une réunion qui se tiendra le 15 mai prochain à Bruxelles. Pour sa première visite officielle en France en qualité de ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré a rencontré la communauté malienne de Paris. Les échanges ont tourné autour de l'organisation de l'élection présidentielle de juillet prochain, la guerre Nord-Mali et surtout dans la région de Kidal, jusque-là non accessible à l'armée malienne et évidemment les problèmes des Maliens de France. Des discussions très passionnées, nous dit Makamfin Konaté depuis Paris. Ce qui devait être une simple prise de contact et d'information s'est vite transformé en espace d'interpellation. L'organisation des élections en juillet, le maintien des armées étrangères ont dominé les débats qui ont duré près de 4 heures. Le maintien de ces forces d'interposition ne doit pas être conditionné à l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans des conditions désastreuses, pouvant créer une autre crise dont notre pays ne pourrait s'accommoder. C'est dire que le délai prévu pour la tenue des différents scrutins nous semble difficile à maintenir. Pour le ministre Traoré, tenir des élections en juillet est un impératif, mais elles ne se feront pas à tous les prix. Nous avons affirmé et réaffirmé partout où nous passons que les élections vont se dérouler sur toute l'étendue du territoire malien. Nous avons dit que c'est tenable, parce que par expérience, vous avez vu, partout les transitions ont duré, ça a créé des problèmes. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les populations soient à l'aise. Nous avons dit qu'on n'organisera pas d'élections bâclées. Ce sera hors de question. Malgré ces réponses rassurantes, des inquiétudes subsistent quant à la faisabilité des élections en hivernage. La réponse du ministre, ancien député, est sans équivoque. Nous ne pouvons pas non plus parler d'hivernage. Le Mali n'est pas à ses premières élections au mois de juillet. Moi, j'ai été élu député au mois de juillet. En 2007, il y a eu des élections au mois de juillet, les élections législatives. Les résultats ont été proclamés au mois d'août. Donc on ne peut pas parler d'hivernage. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a été interpellé sur le sort de près de 600 jeunes Maliens vivant dans des conditions précaires. Venus de Libye, ces jeunes disposent pour la plupart des titres de séjour délivrés par l'Italie. Ces papiers ne permettent pas de travailler en France. Pris au piège, ces jeunes vivent dans la rue dans un froid insoutenable. Le ministre dit prendre note et en informera le gouvernement. Pour rester avec les Maliens de l'extérieur, l'ambassadeur du Mali au Sénégal, en compagnie de ses collaborateurs et des représentants du Conseil des Maliens du Sénégal, a rendu visite à la 60aine de prisonniers maliens détenus à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss à Dakar. Au cours des échanges, l'ambassadeur Ali Khalil Askofaré a apporté aux détenus un message de réconfort moral au nom des autorités et du peuple du Mali. Il a appelé les détenus à observer une conduite exemplaire pendant leur séjour carcéral et de garder foi en la justice sénégalaise. Le M23, c'est ce mouvement rebelle en République démocratique du Congo. Ce mouvement est très remonté contre la force des Nations Unies. Le mouvement menace l'organisation dans une lettre ouverte. Le mouvement n'entend pas se laisser faire devant la mission de démobilisation des groupes armés. La rébellion du M23 mobilise dans l'est de la République démocratique du Congo. Son président en personne vient haranguer les foules rassemblées pour l'occasion, comme ici, à Kichanga. Le but, dénoncer la création par l'ONU d'une brigade d'intervention chargée de lutter contre les groupes armés. Kabila prétend que ses forces venues de l'étranger chasseront d'ici le M23. Ce qu'il veut en fait, c'est vendre notre pays et tout son patrimoine aux Blancs. C'est ça son objectif.
l'ONU d'une catastrophe humanitaire dans cette région en cas d'intervention, car la rébellion n'a pas l'intention de se laisser faire. Il s'agit cette fois-là d'une guerre planifiée, donc d'une catastrophe humanitaire à venir, toute planifiée par les instances les plus importantes des Nations Unies. Et nous avons pensé également qu'il était normal que les agences humanitaires des Nations Unies se préparent aussi en conséquence pour soulager la misère du peuple. Malgré ces menaces voilées, l'ONU maintient sa volonté d'intervenir et connaît parfaitement la situation sur le terrain. Nous ne sommes pas dictés ou régis par forcément les avis des uns des autres, notamment les avis des groupes armés qui sont eux-mêmes à la base de cette insécurité. La situation humanitaire dans cette région est déjà catastrophique. La multiplication des groupes armés, les interventions étrangères et l'indiscipline de l'armée congolaise suffisent à martyriser les populations civiles. Le reste de l'actualité sur le continent avec la cérémonie d'hommage aux 5 casques bleus des Nations Unies et 7 civils tués lors d'une embuscade. C'était au Sud-Soudan. Émotion et tristesse à Djouba mercredi lors de l'hommage aux victimes de l'attaque d'un convoi des Nations Unies dans l'état de Jonglei. Une attaque qui a fait 12 morts, dont 5 casques bleus indiens et au moins 7 employés civils sud-soudanais. Unanimement condamnée, l'embuscade est attribuée à des rebelles armés par Khartoum. Cet acte horrible ne doit pas nous arrêter dans notre mission. Nous avons toujours la même volonté de travailler ensemble, avec et pour le peuple du Soudan du Sud, de les aider à construire leur pays. Selon certaines sources, le bilan de 7 civils sud-soudanais tués est sous-évalué. L'Inde, dont étaient originaires les 5 casques bleus tombés, s'est engagée à rapatrier les dépouilles. Rencontre à Fès, mercredi, entre le roi du Maroc et l'émissaire de l'ONU sur le Sahara occidental. Mohamed VI a fait état d'une aggravation des menaces sécuritaires au Sahel, tandis que Christopher Ross, qui achève une tournée dans la région, a une nouvelle fois insisté sur l'urgence d'une solution au conflit qui oppose le Front Polisario à Rabat depuis près de 40 ans. Les gardes-côtes italiens ont secouru la nuit dernière 184 migrants subsahariens, parmi lesquels une vingtaine de femmes, dont une enceinte. Ils ont été accueillis sur l'île de Lampedusa. Ils voyageaient sur 2 embarcations de fortune, tandis qu'une 3e embarcation transportant une centaine de migrants a été repérée par la police maltaise. Voilà, nous retrouvons l'actualité nationale, direction la 5e région, 450 millions de francs CFA. C'est le coût total du projet de relance des activités de santé post-crise dans les districts sanitaires de Douanza, Tenenkou et Yuvaru, initié par Care International au Mali sur financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Et ce projet vise à offrir des services de qualité de santé aux populations. Reportage Yaya Bokoum. L'occupation des régions de Tombouctou, Gao et Kidal des cercles de Douanza, Tenenkou et Yuvaru dans la région de Mopti par les groupes armés a abouti à la survenue d'une crise complexe socio-économique et politico-institutionnelle avec des conséquences multiples dont la destruction et le pillage des infrastructures et équipements sociaux. On peut dire que les terroristes partaient et on se dit il faut aider vraiment que les services de santé, les services sociaux retournent dans les villages, dans les communes, dans les cercles, pour que la population puisse revenir. Financé à hauteur de 450 millions de francs CFA par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali, pour 6 mois, allant d'avril à septembre 2013, ce projet se fixe des objectifs. Ce projet a 2 principales composantes. Une composante qui concerne essentiellement les 3 districts sanitaires de Yuvaru, Tenenkou et Douanza. La deuxième composante, c'est une évaluation approfondie des besoins dans les régions de Tombouctou et Mopti. Spécifiquement, offrir les services de santé de qualité aux populations. La réussite de ce projet, à n'en point douter, passera par la mise en place d'instances de coordination et de suivi efficaces au niveau local et régional, qui sont les niveaux opérationnels, il faut le comprendre,
de la mise en œuvre de ce projet. Cette cérémonie de lancement était couplée à la signature du contrat entre l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali et Care International au Mali. Plus de 130 millions de francs CFA, c'est le coût du centre de santé de Flazambougou que la Fondation Bank of Africa vient de réaliser pour accompagner la commune urbaine de Sikasso dans sa politique de développement. L'inauguration de l'infrastructure qui a fait l'objet d'une grande manifestation était présidée naturellement par le gouverneur de la région et en présence de la présidente de la Fondation Bank of Africa, Daouda Diakité. Bâti sur une superficie de 2500 m², le centre de vie est doté de toutes les commodités répondant aux normes des structures modernes de santé de premier niveau. Financé par la fondation de la Bank of Africa à plus de 130 millions de francs CFA, sur une sollicitation de la commune urbaine de Sikasso, l'infrastructure devra contribuer à l'amélioration de la qualité des soins des populations de Flazambougou et de toute la contrée de Banankouda. La Fondation Bank of Africa, comme j'ai eu à le dire à de nombreuses occasions, s'est fixé comme objectif d'intervenir dans les domaines de l'éducation et de la santé, et notamment en milieu rural. Eh bien, le message que j'ai, c'est d'abord, en ce qui concerne le centre, que les responsables fassent en sorte que ce centre soit périn, qu'il fasse l'objet de leur attention. Une initiative fortement appréciée par les autorités communales qui s'engagent au nom des communautés bénéficiaires d'en faire bon usage. Cette structure sanitaire, nous l'avons souhaitée, nous l'avons attendue. À votre nom, nous nous engageons auprès de Madame la Présidente de comprendre que ce joyau ne fera nullement défaut du liage adéquat. Le chef de l'exécutif de la 3e région, Mahamadou Diaby, en visitant les locaux, n'a pas manqué de remercier la Fondation Bank of Africa pour son initiative, tout en souhaitant que son exemple fasse tache d'huile auprès d'autres partenaires pour le bonheur des populations du Kénédougou. Ici à Bamako, les travaux de la journée scientifique du programme national de lutte contre la tuberculose se poursuivent au centre Meurieux. Les communications portent essentiellement sur le bilan 2012. On note qu'en 2012, le programme a pu dépister plus de 55% des malades de la tuberculose malgré l'arrêt des financements internationaux. Youssouf Diakité. Cette journée scientifique du programme national de lutte contre la tuberculose fait le point des activités réalisées en 2012. Des résultats satisfaisants malgré l'arrêt des financements internationaux. Nous avons pu dépister 55% de nos malades en 2012 et on a pu guérir, on a pu soigner 77%. Donc ça, c'est vraiment un résultat assez éloquent. Les jours ou les semaines à venir, nous comptons démarrer les activités avec CRS, Catholic Relief Service, et avec le financement du Fonds mondial. Donc avec ça, toutes les activités qu'on n'a pas pu mener en 2012 pourront être menées, notamment les activités de supervision, de monitorage, de formation des agents qui ont vraiment besoin de ça sur le terrain. En tout cas, l'objet de la présente journée est d'attirer l'attention des participants et des décideurs sur l'évolution des indicateurs, les difficultés rencontrées et les perspectives pour la reprise des activités du programme. Les secrétaires de direction étaient réunis ce matin à Bamako pour célébrer la 13e journée nationale de l'association des secrétaires assistants et attachés de direction. À travers cet événement, les secrétaires veulent prouver au peuple malien qu'il n'y a pas d'administration efficace sans secrétaire compétent. Et cette journée fut également marquée par la visite des membres de l'association aux blessés de guerre de l'hôpital Gabriel Touré. Rachel Tessougué sera d'accord avec ce qu'elle dit dans ce reportage. Le thème de la 13e journée nationale de l'association des secrétaires assistants et attachés de direction ASAD est la gestion administrative du courrier. Lors de la célébration de cette journée, les responsables de l'association ont fait des propositions aux décideurs du pays. L'ASAD propose que le contenu du poste du secrétaire soit enrichi avec plus d'activités de conception qui soit permis en guise de motivation d'entrer en compétition avec d'autres travailleurs pour accéder à des postes de responsabilité. Qu'il soit fait de la secrétaire une collaboratrice autonome, responsable
ayant une parfaite maîtrise de la communication et des outils de la bureautique. La sobriété qui entoure la célébration de la journée de l'Assad n'enlève en rien à l'importance de l'événement. La journée nationale de la secrétaire est pour nous tout un symbole. Elle est le signe de la prise de conscience de l'importance et du rôle des secrétaires dans nos administrations, dans nos entreprises et surtout le reflet de la prise en main de leur propre destinée. Des attestations de participation ont été décernées à une cinquantaine de secrétaires ayant suivi une formation en gestion du courrier du 8 au 10 avril dernier. Les membres de l'Assad ont également rendu visite aux blessés de guerre de l'hôpital Gabriel Touré, à qui ils ont remis une enveloppe symbolique. Les administrateurs de la structure mixte de concertation locale du projet d'appui au développement de la filière agricole dans la région de Sikasso Prodefa sont en conclave depuis ce matin au laboratoire central vétérinaire. Et c'est la 6e session de leur conseil d'administration. Conseil suivi par Nando Dambélé. La session se déroule dans un contexte particulier. Le projet d'appui au développement de la filière aquacole dans la région de Sikasso, Prodefa, tout comme la plupart des projets et programmes dans notre pays, a connu des perturbations suite à la crise que traverse notre pays depuis 2012. Mais qu'à cela ne tienne. Nos attentes par rapport à cette 6e session, il s'agit essentiellement du démarrage des travaux de réalisation des sites aquacoles. Il s'agit aussi de la mise en place de 2 fonds, un fonds d'appui à l'investissement privé qui va en direction des promoteurs privés et un fonds d'appui à l'investissement qui va en direction des collectivités, notamment les communes qui pourront réaliser des infrastructures dont la gestion sera confiée à des promoteurs privés. Grâce à l'engagement des partenaires techniques et financiers, notamment la coopération technique belge, le projet poursuit ses programmes. Si le Prodefa n'a pas fermé, contrairement à plusieurs autres projets et programmes, c'est grâce à la volonté clairement affichée de la coopération du Royaume de Belgique de poursuivre son accompagnement au bénéfice de nos populations, malgré la suspension de la coopération institutionnelle. C'est pourquoi je voudrais ici saluer une fois encore cette décision de notre partenaire stratégique belge et le remercier au nom du gouvernement de la République du Mali. Fruit de la coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Mali, le Prodefac vit dans la région de Sikasso. Il est financé à concurrence de 7,9 milliards de francs CFA. Le Centre national pour le volontariat poursuit sa mission d'insertion des jeunes dans notre pays. Le premier contingent des volontaires au titre de l'année 2013 vient d'être mis en route et c'est près d'une vingtaine de jeunes affectés à l'ONG internationale Bonne Fonden Mali ont prêté serment cet après-midi à Gali Aguissa. Les 16 volontaires nationaux qui ont prêté serment s'engagent à contribuer au développement du Mali. Leur mise au compte de l'ONG internationale Bonne Fonden Mali s'inscrit en droite ligne avec la charte du Centre national pour le volontariat. Le Centre national de promotion du volontariat s'attelle à mobiliser des créneaux de partenariat et à nouer des synergies non seulement avec les organismes de coopération bilatérale et multilatérale, mais aussi avec les ONG internationales. C'est dans ce cadre qu'un partenariat a été noué avec l'ONG internationale Bonne Fonden en vue de contribuer à l'atteinte de résultats de ces projets et programmes sur le terrain. Cette contribution du CNPV est d'autant importante que les profils des volontaires nationaux sont conformes aux attentes de Bonne Fonden en termes d'adéquation avec la nature de la réponse à apporter aux besoins communautaires. Le gouvernement qui entend promouvoir les actions du volontariat au Mali mesure déjà la hauteur de la tâche. Chers volontaires, vous allez certainement travailler dans des conditions souvent difficiles, mais je ne doute point de votre engagement patriotique et de votre croyance à ce pays, le Mali, si riche à nous tous, qui vous permettront de vous en sortir et de donner satisfaction aux communautés que vous serez amenés à servir. Les volontaires nationaux doivent être des porte-drapeaux du développement local. Aussi, doivent-ils être caractérisés par un esprit de mission au service du plus grand nombre. Les jeunes ont bénéficié de 3 jours de formation avant leur redéploiement dans les cercles de Djoula en 2e région, Yamfoulila et Bougouni en 3e région.
La formation, sanctionnée par une remise d'attestation aux volontaires, était axée sur les domaines d'intervention de l'ONG Born Fonden Mali, une ONG qui intervient, entre autres, dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la décentralisation. Du sport football, championnat national de Ligue 1 en clôture de la 20e journée, les 11 créateurs de Nyarela et le Djoliba AC ont digéré leur élimination lors des compétitions africaines des clubs en dominant respectivement la Somme 5-1 et Attar Club de Kidal 5-0. Retour sur ces deux matchs avec Siragatou Sissé. Le Djoliba AC a tourné définitivement la page de la Ligue africaine des champions. Ce Djoliba assez blessé dans son orgueil entame la longue marche de la réconciliation avec la réception d'Attar Club de Kidal. Les Rouges gagnent sans forcer. Mamadou Sidibé, 12e minute. Dirissa Balo, 23e minute. Amara Malé, 32e minute. Seydou Diallo, 2 fois, 85e minute et 90e minute, porte le score à 5-0. L'entraîneur adjoint du Djoliba, Jonas Komlan, a su recadrer ses poulains. Le principal Alou Badra Diallo Conti observe une semaine de repos à la demande du club. Contacté par nos soins, l'intéressé a confirmé l'information. Dans le derby communal entre l'association sportive de Misera Assom et les 11 créateurs de Nyarela, c'est aussi un autre festival. Les buts s'enchaînent à une vitesse vertigineuse. 8e minute, Mohamed N6C des 11 créateurs ouvre les hostilités. 4 minutes plus tard, la Somme revient dans la partie par Moussa Meiga. À la 17e minute, Mohamed N6C signe un doublé. En seconde période, c'est le même refrain. 54e minute, Aimé Kofi. 59e minute, Moussa Sissoko. 71e minute, Aliou Diarra se promène tranquillement dans la défense de la Somme pour les 3e, 4e et 5e buts des 11 créateurs. Les hommes de l'entraîneur Baïba déclassent leur adversaire du soir et comptent toujours 2 matchs en retard. L'élimination en Coupe de la Confédération, 16e de finale, est donc un vieux souvenir. Voilà, mesdames et messieurs, avant de refermer ce journal, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, suite aux événements qui se sont déroulés au groupement mobile de sécurité GMS 6 Atomico Rebou le 4 avril dernier, ayant occasionné des échanges de tirs et entraîné le décès d'un soldat en mission, présente ses condoléances à la famille du défunt et à l'armée malienne pour la disparition de notre compatriote lors de ces événements, condamne fermement ces affrontements au sein de la police nationale et demande que des enquêtes approfondies soient menées pour situer les responsabilités et infliger des sanctions méritées aux coupables, exige la libération des camarades arrêtés en dehors de toute procédure légale, condamne l'occupation illégale des locaux des syndicats par des groupes armés. Et la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, soucieuse du devenir du Mali et de la quiétude de nos populations, entreprendra des actions appropriées pour le dénouement correct de cette situation. On est jeudi, l'interview de la semaine reçoit aujourd'hui le directeur général du Centre national des œuvres universitaires.